Salut YouTube, bienvenue à Halloween 2022. Alors comment allez-vous? Moi ça va, je vais bien, ça va, ne vous inquiétez pas, ça va. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtre et mystères. Alors aujourd'hui, cette vidéo est publiée un lundi et vous vous demandez pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Oh my god! Alors ce qui se passe c'est que c'est Halloween et c'est mon jour favori de l'année, c'est ma période favorite. J'adore tout ce qui est spooky, tout ce qui fait peur, les films d'horreur, oh my god, c'est mon truc. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous raconter l'origine de la sorcellerie. Did you know about it? Well, let me tell you. Avant de commencer, pour les nouveaux venus, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus what the fuck, les histoires les plus oh my god qui existent dans ce monde. Alors avant de commencer, je tiens à vous rappeler que c'est très important de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de venir me suivre sur Instagram. Alors aujourd'hui, nous allons parler des sorcières de Salem et des célèbres procès qui ont tristement rendu célèbre ce petit village. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit détour et discuter de l'origine de la sorcellerie, mais encore mieux des termes sorcier, sorcière. Alors la sorcellerie remonte au 8e siècle avec Circé, une déesse et enchanteresse réputée pour ses connaissances en herboristerie et en concoction de potions. Elle était la fille du titan Hélios et Océanide, ou Hécate et Aétès, j'espère que je le dis bien, mais vous l'aurez compris, on n'est pas très sûr des origines de Circé. Circé s'est retrouvée exilée, seule sur une île, en guise de punition par Zeus, j'espère que vous savez qui est Zeus, après avoir confessé qu'elle pratiquait de la magie. Alors Circé seule sur son île, qu'est-ce qui peut bien se passer? Well, let me tell you. Les marins, après de nombreux jours en mer, la plupart du temps, repéraient l'île de Circé au loin et décidaient de s'y poser pour se reposer, reprendre leurs esprits avant de continuer leur chemin. Le problème, c'est que c'est une fois sur l'île qu'ils se rendaient compte que l'île était occupée par Circé. Et celle-ci, étant contente d'avoir de la compagnie, les choyait, les invitait à sa table, leur offrait des endroits où se poser, se reposer, etc. Le problème, c'est que ces hommes se rendant compte que Circé habitait seule sur l'île, la plupart du temps, prenaient la décision d'abuser d'elle en groupe. Ceci énervait particulièrement Circé, qui prenait la décision de les changer tous en cochons. Oh, wow. J'adore. Pour une fois que le pouvoir revient aux femmes. Mais c'est génial. C'est du génie. Donc vous devez vous dire, oui, elle a une armée de cochons sur son île. Alors vous devez certainement vous demander comment ça s'est su. Well, let me tell you. Un jour, un marin du nom de Odysseus et son équipage ont repéré au loin l'île de Circé. Ils se sont dit, allons nous y poser quelques jours, ne se doutant pas que Circé habitait sur cette île. Une fois sur l'île, Circé choya ses invités, leur donnait à manger, enfin tout ce qu'elle avait l'habitude de faire. Sauf que une partie de ce groupe d'hommes vont, comme les autres cons, je dirais, décider d'abuser de Circé en groupe. Et il se passa exactement ce qui se passait. C'est Circé, décida de les changer tous en cochons. Sauf que, au moment où elle allait changer Odysseus en cochon, celui-ci lui dit stop. Il implora son pardon et il lui promit de rester sur l'île avec elle pour l'éternité si jamais elle prenait la décision de libérer ses hommes, de les laisser s'en aller, tout simplement. Alors Circé accepta ce deal. Elle rechangea tous les hommes en hommes, enfin les précédents cochons en hommes, et ceux-ci s'en allèrent sans Odysseus. On raconte donc que Circé et Odysseus vécurent longtemps sur cette île et ils eurent même des enfants. Ceci nous amène à l'histoire qui va provoquer le début des chasses aux sorcières. Nous atterrissons donc en l'an 1484, précisément le 5 décembre. Ce jour-là, le pape Innocent VIII publia la bulle Summis Desiderantes Affectibus. Alors, vous devez certainement vous demander ce qu'est le Summis Desiderantes Affectibus. Well, c'était un document rédigé par le pape à la demande de l'inquisiteur allemand Heinrich Kramer afin que celui-ci puisse s'en prendre, poursuivre en justice et punir
tous ceux qu'il pensait être des sorciers. Il est dit que la bulle exhortait les autorités locales à coopérer avec les inquisiteurs, mais surtout menaçait tous ceux qui auraient l'idée de génie d'entraver l'excommunication. Yeah. Heureusement que les Gen Z, on n'était pas nés à l'époque, hein. Franchement, je sais pas où on serait tous, mais... Je rigole, mais c'est pas drôle, mais ouais, heureusement. On atterrit donc en l'an 1485, où une jeune femme du nom de Helena Schwerin, j'espère que je le dis bien, sera accusée d'être une sorcière. Genre, il y a des gens qui sont restés là, ils se sont dit, elle, je l'aime pas, c'est une sorcière. Elle sera accusée précisément d'avoir utilisé de la magie pour mettre fin au jour du chevalier George Spes. Le médecin de Spes va demander à celui-ci d'arrêter de rendre visite à Helena pour éviter de se faire tuer, car c'est elle qui le rendait malade. L'inquisiteur Heinrich, ayant eu vent de cette histoire, va prendre la décision de se poser en procureur pour poursuivre en justice Helena Schwerin sans aucune preuve. Alors, vous devez vous demander s'il n'y a pas de preuve, c'était quoi la base de l'argumentation? Well, Heinrich va baser son argumentation sur les pratiques indécentes de la jeune femme, c'était son avis évidemment. Et pendant le procès, 6 autres femmes seront impliquées et seront accusées de sorcellerie. Pour appuyer son argumentation, Heinrich va faire témoigner des gens qui avaient déjà une dent contre Helena dans le but de faire condamner la jeune femme et qu'elle se fasse déclarer coupable de sorcellerie, sans aucune preuve évidemment. Mais heureusement pour la jeune femme, elle sera acquittée ainsi que les 6 autres femmes grâce au travail de l'évêque Georges Golser. Heinrich, ayant perdu toute sa crédibilité et dont la fierté en avait pris un coup, va décider de rédiger un document, un livre avec son collègue Jacques Sprenger, livre dans lequel ils vont d'abord décrire dans une première partie la sorcellerie, donc parler de sorcellerie, puis dans une deuxième partie expliquer comment reconnaître une sorcière et dans une troisième partie comment la capturer et la mener à confesser. Ils expliquent dans leur livre que les femmes, à cause de leur faiblesse et infériorité, étaient prédisposées à céder aux tentations de Satan, mais que surtout, pour eux, le mot femme ou femina signifiait en réalité fée minus, ou comme on le dirait en français, foi mineurs. Dans leur livre, les sorcières avaient des rapports sexuels avec les démons, mais aussi qu'une simple rumeur était suffisante pour t'emmener devant les tribunaux et te faire juger pour sorcellerie. Puis ensuite, ils ont pris le temps de décrire comment reconnaître une sorcière et apparemment, ce serait grâce aux marques du diable. Donc pour eux, les sorciers ont tous des marques du diable. Donc je cite, des pattes de crapaud au blanc de l'œil, des taches sur la peau. Oh my god, heureusement que j'étais pas née à l'époque because on m'aurait ça c'est sûr. Des zones insensibles. Oh my god. Elle ne sent pas de la douleur à certains endroits. C'est une sorcière. Et des maigreurs. Non, mais en fait, faut que ces gens nous disent tout simplement ils avaient un problème contre les femmes. C'est tout. Ils avaient un problème contre les femmes en général. That's it. Just say it. Parce que là, that's bullshit, dude. Come on. T'es maigreur? What the hell? Alors, dans la suite du livre, ils expliquent que pour amener ces femmes à avouer qu'elles étaient des sorcières, il fallait les torturer, comme par exemple les raser avec un fer rougi au feu. Ce livre était nommé le Malus Maleficarum et était largement publié dans le monde grâce à l'apparition de l'imprimerie à l'époque. C'est ce livre qui conduira à une importante chasse aux sorcières en Europe à l'époque et c'était la seule preuve présentée par les persécuteurs quand ils accusaient leurs victimes de sorcellerie. La plupart des personnes accusées étaient des femmes, of course. Ce monde a toujours eu une dent contre les femmes, même si on n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu les femmes, hein? You know right? Et on estime à 60 000 le nombre de personnes victimes de cette chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, qui a débuté en Europe vers les années 1400 et qui a pris pratiquement fin vers les années 1600, va connaître un bond, allez hop, aux États-Unis au début des années 1600. Ouais,
ils ont 2 siècles de retard, mais bon. Ceci nous amène donc au procès des sorcières de Salem. Yeah! Nous atterrissons donc à Salem en 1692. Cette année-là, Betty Paris, la fille du révérend du village, sa cousine Abigail Williams et leur amie Anne Putnam se mettent à avoir des sortes de crises bizarres. Quand on parle de crise bizarre, alors je vous explique, les filles commençaient à parler dans une langue inconnue, à avoir des convulsions, des hallucinations et à se tordre de manière bizarre. Je ne sais pas si vous regardez les films d'horreur, mais ouais, se tordre de cette manière-là. Suspect. Ceci va amener les médecins du village à conclure que les filles étaient possédées. Yop, des médecins. Ouais. Et entre-temps, d'autres filles du village ont commencé à avoir les mêmes symptômes. Étant donné que Paris, Abigail et Anne étaient l'origine en quelque sorte de cette maladie ou cette possession bizarre, on va donc les interroger. Ces 3 jeunes filles qui s'adonnaient à la pratique de la lecture de l'avenir avec leur esclave Tituba vont désigner Tituba comme étant la personne qui les avait maudit. Le problème, c'est que Tituba affirmera qu'elle n'était pas une sorcière, qu'elle racontait des histoires aux filles, tout simplement pour les distraire. Sauf que personne ne va croire Tituba. Et Tituba sera torturée. Elle sera torturée au point où sa seule issue était d'avouer qu'elle était une sorcière et Tituba sera exécutée. Étant donné que le problème ne s'était pas résolu malgré la mort de Tituba, les filles vont se mettre à accuser des personnes contre qui leur famille avait une dent. Elles vont accuser plusieurs personnes, comme par exemple Sarah Good, une mendiante, Sarah Osborne, une vieille femme alitée, je pense qu'elles avaient un problème contre les Sarah, Dorothy Good, la fille de 4 ans de Sarah, etc. Ceci conduira à la pendaison de 19 personnes au total durant l'été 1692. Le reste des accusés seront mis en liberté progressivement après que les autorités aient décidé que enough already. Il y avait eu trop de morts sans preuve, sans rien du tout. Juste la parole de 3 petites filles. What the fuck? On estimait donc le nombre de personnes accusées entre 150 et 300 personnes. Vous imaginez donc que les prisons étaient remplies à l'époque. Mais j'imagine même pas. Le gouverneur du Massachusetts va mettre fin à ces tribunaux barbares afin de mettre fin aux exécutions de personnes innocentes. 300 ans plus tard, on découvrira que les jeunes filles étaient atteintes d'ergotisme et non possédées. L'ergotisme est une maladie provoquée par l'ingestion de céréales contaminées par l'ergot de seigle. Alors voilà les amis, notre Spooky Night, because it's Halloween. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne Spooky Night. Portez-vous bien et faites de bons choix.